Une pression invisible me poussait, et avant que je ne comprenne ce qui se passait, mon visage s'est retrouvé collé contre l'écran de la télévision. Je voulais vous partager une petite anecdote qui me trouble encore aujourd'hui. C'était il y a un certain temps, mais je m'en souviens encore très clairement. C'était le soir, j'étais dans ma chambre. J'avais une télé au fond de ma chambre, mon bureau avec mon ordinateur à l'opposé, et mon lit au milieu. J'étais sur mon lit à regarder la télé, et c'était les Simpsons sur W9. Comme à chaque fois, quand c'était la pub, j'allais sur mon PC. Je me baladais sur le web en attendant que les pubs soient finies. Je me retourne, et là, pour aucune raison, la télé s'était mise sur le journal de TF1, le 20h. Je vois le présentateur, Jean-Pierre Pernaut, expliquer que des personnes avaient trouvé une sorte de gros glaçon avec quelqu'un à l'intérieur, encore vivant, et qu'ils tentaient de l'extraire. Puis, d'un coup, ça s'est remis sur W9, en plein milieu de l'épisode des Simpsons. Je n'ai aujourd'hui aucune explication, donc je suppose que c'était peut-être une sorte de glitch ou un bug de la matrice. Je ne sais pas. Depuis quelques mois, quand j'écoute la radio en voiture, toutes les 10 minutes environ, je n'ai pas chronométré précisément la fréquence, il y a comme un retour en arrière de la voix des animateurs. Ils parlent normalement, puis, tout d'un coup, ça reprend 5 ou 10 secondes en arrière, répétant une phrase que je viens d'entendre. Je ne pourrais pas dire si cela se produit aussi pendant les pubs ou la musique, car je l'ai seulement remarqué pendant les émissions. Quelqu'un connaît ce bug ? C'est assez étrange, surtout pour des émissions censées être en direct. C'est vraiment perturbant, d'autant plus que, quand je suis avec quelqu'un, cela semble ne jamais se produire. Rassurez-moi et dites-moi que c'est fréquent. Je repense souvent à cet événement, même après toutes ces années. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé, surtout en considérant le fait que je suis, eh bien, encore là pour en parler. C'était en 1991. À l'époque, ma petite amie et moi étions à un carrefour très fréquenté, juste à l'extérieur de la ville, à l'intersection d'une route d'État. C'était un feu de circulation classique à 4 voies. Nous arrivons à l'intersection, et la circulation transversale est intense, pas au point de ressembler à celle d'une grande ville, mais le trafic sur cette route d'État était très important, voitures, semi-remorques, camions, tout le lot. Nous attendons au feu rouge pendant environ 2 minutes. Le feu passe au vert pour nous, signalant que je peux traverser l'intersection. Mon intention est de continuer tout droit. Je me souviens très clairement de ce qui s'est passé ensuite. Je mets mon pied sur l'accélérateur, prêt à avancer. À 16 ans, je n'avais pas peur d'appuyer à fond, et je me rappelle avoir appuyé sur l'accélérateur avec suffisamment de force pour presque faire crisser les pneus. À l'époque, je conduisais une Cobra, donc c'était une voiture puissante. Je me souviens distinctement de la sensation de presser l'accélérateur, mais malgré cela, la voiture ne bougeait presque pas. C'était comme si elle avançait au ralenti, alors que j'étais sûr de l'avoir presque brûlée. Une seconde plus tard, un semi-remorque surgit dans l'intersection, grillant le feu rouge à toute vitesse, probablement à 65 miles par heure. Il passe à quelques centimètres de mon véhicule, manquant de peu de me percuter de plein fouet. Si ma voiture avait avancé comme elle aurait dû, si elle avait réagi normalement à la force avec laquelle j'avais appuyé sur l'accélérateur, je serais mort sur le coup, percuté de côté par ce semi. Le plus étrange, c'est que le moteur n'était pas éteint. La voiture ne s'était pas arrêtée. Elle a juste refusé d'accélérer comme prévu, mais une fois que le semi est passé et que nous avons repris nos esprits, elle a fonctionné parfaitement. J'ai pu appuyer de nouveau sur l'accélérateur et traverser l'intersection normalement. Nous étions en état de choc, assis là, presque au milieu de l'intersection, à nous regarder sans un mot. Nous savions à quel point nous venions d'échapper à la mort de justesse. Le lendemain, nous en avons parlé, mais la seule conclusion que nous avons pu tirer, c'est que nous avions été sauvés par quelque chose de surnaturel. Je ne peux toujours pas l'expliquer. Tout semblait indiquer que ma voiture aurait dû avancer normalement, et pourtant, elle ne l'a pas fait.
C'est comme si une force invisible m'avait empêché de me jeter dans ce danger mortel. Cela reste l'une des expériences les plus inexplicables et miraculeuses de ma vie. Il y a quelques années, quand mon plus jeune frère était encore tout petit, il avait une obsession pour Dark Vador. Mon père possédait quelques figurines Lego, et après d'innombrables supplications de la part de mon petit frère, il lui a donné son rare Lego de Dark Vador. Mon frère était fou de joie, mais mon père l'a averti sévèrement de bien en prendre soin, car cette figurine était chère et précieuse. Ce jour-là, mon frère aîné et mon petit frère jouaient avec leur Lego. À un moment donné, pour une raison quelconque, ils décident de faire une pause et de revenir plus tard. Mon petit frère revient alors, en larmes, criant que son Lego Dark Vador a disparu. Au début, ils cherchent tous les deux dans la petite zone où ils jouaient rien. La recherche s'étend à mesure que mon petit frère devient de plus en plus paniqué, de peur que notre père ne se mette en colère contre lui. Ma sœur et moi nous joignons à la recherche, fouillant la maison de fond en comble. Nous vérifions les endroits les plus improbables, vous savez, ces objets perdus qui se retrouvent soit dans un endroit totalement évident, soit dans le recoin le plus insoupçonné. Mais rien. Pas de traces de Dark Vador sur le lit superposé, le sol, le comptoir, ni dans les tiroirs. Nulle part. Quand notre père découvre la perte, il est un peu attristé, mais il demande à tout le monde de chercher encore plus minutieusement. Même notre mère se joint à la recherche. Pendant un bon 20 minutes, nous fouillons partout, mais sans succès. Finalement, nous nous rassemblons tous en cercle dans le salon, abattus. Nous restons là un instant, dans un silence pesant, réfléchissant à ce qu'on pourrait essayer ensuite. Mais ce silence est soudainement interrompu par un petit clac. Nos regards se tournent aussitôt vers le centre du cercle, où se trouve, posé sur le sol, le Lego Dark Vador noir. Le silence reste suspendu un instant. Nous levons les yeux vers le plafond, complètement nus. Puis, l'étonnement laisse place à une cacophonie de questions et d'hypothèses alors que nous essayons de comprendre ce qui vient de se passer. Il n'y avait absolument aucune raison pour qu'un membre de la famille ait voulu cacher ce Lego. Mon frère aîné est connu pour ses blagues, mais il se tenait là, dans le cercle avec nous, et tout le monde voulait que mon petit frère retrouve son jouet pour être soulagé. Et puis comment? Le timing était tout simplement parfait. Juste au moment où nous avions perdu tout espoir. C'est l'une de ces expériences qui reste inexplicable et qui continue de nous rendre perplexes même des années plus tard. Mon tatouage a décidé de faire une petite escapade. Sur mon avant-bras, j'ai une série de symboles individuels, une sorte de ligne simple qui représente une période particulière de ma vie et des personnes avec qui j'étais très proche à l'époque. Nous sommes toujours amis, mais vous savez comment la vie fait qu'il devient plus difficile de se voir aussi souvent en vieillissant. Je viens de me rendre compte que ce tatouage fêtera ses 10 ans en juillet, si cela a une quelconque importance. Chacun de ces symboles est un simple trait noir, sans fioriture. Imaginez des formes basiques comme un cœur, un carré, un cercle, mais avec plus de 3 symboles. Chacun d'entre nous avait le symbole qui nous représentait rempli d'encre colorée, et nous avons gardé un ordre très simple en fonction de nos âges. L'aîné du groupe a le premier symbole coloré, le suivant en âge a le deuxième, et ainsi de suite. Il y avait une grande différence d'âge dans notre groupe. Le plus vieux avait 7 ans de plus que le suivant en âge, et l'écart le plus rapproché était de 5 ans. Ce n'est pas comme si nous parlions de quelques mois ou d'une petite différence d'âge. Je suis plutôt sûr de mon âge, et de ma place dans cette ligne d'amitié. Je ne suis pas non plus coincé dans une zone de type « enfant du milieu » où les choses deviennent confuses. Mais le symbole qui me représente, le seul qui soit coloré, a changé de place. Évidemment, j'ai passé quelques coups de fil. Personne d'autre n'a remarqué de changement sur leur tatouage. J'ai même envoyé une photo du mien, et la personne avec qui j'ai apparemment échangé de place m'a dit que son encre colorée s'était estompée au fil des années, ne laissant que les lignes noires. C'était la confusion générale parmi notre groupe. Tout le monde est d'accord pour dire que nous l'aurions remarqué le jour où nous les avons faits, ou à un moment quelconque au cours de la dernière décennie. Mes amis ne sont pas très ouverts à ce genre de discussion, alors on s'est contenté de dire « bizarre qu'on n'ait jamais réalisé ça » et on a laissé tomber.
Ce n'est pas ma première anomalie, et ce ne sera probablement pas la dernière fois que je préférerais croire que ma mémoire me joue des tours. Mais, tout comme l'anomalie qui m'a fait croire en ces bizarreries, celle-ci me donne l'impression d'avoir des témoins. Pourquoi mes amis sont-ils aussi confus si ce n'est qu'une simple défaillance de ma mémoire? C'est ce qui me dérange le plus. Cela semble aller au-delà d'une simple erreur de souvenir. Nous avons tous cette impression étrange que quelque chose s'est produit, mais nous ne pouvons pas l'expliquer. La semaine dernière, j'étais dans mon jardin. J'habite sur une propriété d'environ 4 hectares, mais je n'étais qu'à une trentaine de mètres de ma maison. J'ai l'habitude de faire une courte promenade chaque jour, toujours sur le même sentier avec nos chiens. Cela faisait une semaine que je suivais ce chemin quotidiennement. Sur le côté du sentier, j'ai remarqué un cerf récemment mort. Il n'était pas là la veille. J'en étais certain, car j'avais dû empêcher mes chiens de s'en approcher. Cela, en soi, n'avait rien de particulièrement étrange. Je vis en pleine forêt, et les animaux meurent. Ça arrive. Je n'y ai pas prêté plus d'attention que cela. Je suis un chasseur expérimenté, capable d'évaluer facilement l'état de décomposition d'un animal. Pour ajouter un détail, je suis littéralement scientifique. Mes diplômes sont en biologie et en médecine. J'ai un esprit pragmatique, et je suis habitué à rester objectif. La science explique beaucoup de choses. Bref, cette observation n'était qu'un léger point d'intérêt pour moi. Le lendemain matin, je suis retourné sur le sentier pour prendre une photo et la montrer à mon père. Pendant la nuit, le cerf s'était décomposé de manière frappante. J'ai essayé de rationaliser cela. La température avait grimpé de 3 degrés Celsius, passant de 3 degrés Celsius à 6 degrés Celsius pendant la nuit. Des coyotes rôdent dans la région, ce qui aurait pu accélérer la décomposition. Ce que je ne pouvais pas expliquer, c'était la présence, juste à côté des pattes arrière du cerf, de mes lunettes de soleil de luxe, faites sur mesure, que j'avais perdues il y a 6 ans. Elles étaient intactes, très visibles et d'une couleur vive. Si elles avaient été là la veille, je les aurais forcément remarquées. Elles étaient bien trop voyantes. Je les ai laissées sur place et suis allé chercher ma femme pour lui montrer le cerf, sans mentionner les lunettes. Elle a vu la carcasse, et son visage a pâli quand elle a repéré les lunettes. Elle m'a demandé, d'un air incrédule, si je plaisantais. Ce n'était évidemment pas le cas. Nous avons ramené les lunettes à la maison et tenté de comprendre. Peut-être que la fonte des neiges les avait déplacées depuis les bois? Mais je ne me souvenais pas d'avoir perdu mes lunettes ici. La neige avait fondu depuis plus d'une semaine, et j'étais quasiment certain de les avoir perdues lors d'un voyage de pêche loin d'ici. Le soir était déjà tombé. Le lendemain, ma femme m'a accompagné sur le sentier pour voir si nous pouvions trouver d'autres indices qui pourraient expliquer ce phénomène. À notre arrivée près du cerf, nous avons remarqué un objet jaune, de la taille d'une pièce de 50 centimes, exactement là où mes lunettes avaient été. Pas à côté, mais exactement au même endroit. C'était un accessoire de chaussure que ma fille avait perdu, probablement à l'école. Selon elle, cet objet avait disparu en octobre 2021, soit environ 2 ans et demi auparavant. Je n'aurais jamais pu manquer cet accessoire en ramassant les lunettes, d'autant plus que ma femme, qui était un deuxième regard attentif, l'aurait vu aussi. Il est aussi important de noter que lors de cette deuxième visite, le cerf, qui avait semblé récemment mort, n'était plus qu'un squelette avec quelques mèches de poils éparses, comme s'il était là depuis 6 mois. Sa chair avait complètement disparu, laissant juste des lambeaux de tendons desséchés. En résumé, en l'espace de 3 jours, le cerf était passé de l'état d'un animal mort depuis 12 heures à celui d'un squelette complet. Mes lunettes de soleil disparues et un accessoire de chaussure perdu il y a des années étaient apparus au même endroit, sans explication rationnelle. Je n'aurais jamais pensé partager cette histoire, mais il y a environ 10 ans, j'ai vécu quelque chose de vraiment étrange lors d'un match de baseball de ligue mineure locale. J'avais à peu près 16 ans à l'époque, et même aujourd'hui, je continue d'aller régulièrement à ces matchs. Mais celui-là reste gravé dans ma mémoire à cause d'un événement inexplicable. Je me trouvais dans l'espace piscine du stade, où je passais pas mal de temps pendant le match. C'était assez tard dans la partie,
et il n'y avait presque plus personne dans l'eau. L'équipe locale a frappé un home run, la balle a survolé la piscine et, si je me souviens bien, a rebondi sur le toit au-dessus de nous. Je n'ai pas attrapé la balle, mais j'étais excité à l'idée de peut-être apparaître dans les résumés des moments forts que l'équipe publie en ligne. Une fois rentré chez moi, j'ai pris mon ordinateur portable et cherché les vidéos de la journée sur le site de l'équipe. J'ai lancé le résumé des moments forts, et effectivement, j'y étais. On voyait la balle passer au-dessus de la piscine, et là, ce qui m'a choqué, c'est que le commentateur a soudainement prononcé mon nom. J'ai d'abord pensé que c'était une simple coïncidence. J'ai supposé que le joueur qui venait de frapper ce home run avait peut-être le même prénom que moi. Mais après vérification, ce n'était pas le cas. Aucun joueur de l'équipe n'avait un nom qui ressemblait même de loin au mien. En fait, personne sur cette équipe ne portait un nom similaire. J'ai repassé la vidéo 5 fois pour être sûr de ne pas avoir rêvé. À chaque fois, c'était la même chose, le commentateur disait clairement mon prénom à l'instant précis où j'apparaissais, seul, dans la piscine. Ça n'avait aucun sens. Je n'avais aucune explication pour ce phénomène. Nous ne connaissons personne qui travaille pour l'équipe, ni aucun des commentateurs. J'ai donc décidé de montrer la vidéo à mes parents sans rien leur dire de ce détail. Je voulais voir leur réaction naturelle. Je suis allé dans la cuisine et leur ai expliqué que j'apparaissais dans les moments forts du match. Nous nous sommes assis autour de la table et avons regardé la vidéo ensemble. Au moment où le commentateur a prononcé mon nom, mes parents se sont regardés avec un air de confusion. J'ai vu dans leurs yeux qu'ils se demandaient ce qui venait de se passer, même s'ils n'ont rien dit. Ils sont simplement devenus beaucoup plus silencieux, visiblement aussi perplexes que moi. À ce jour, je n'ai toujours aucune idée de ce que cela signifiait. Ce moment reste un mystère total, et même en y repensant, je ne trouve pas d'explication logique. C'est comme si cet événement s'était inscrit dans une réalité parallèle, et je n'ai jamais pu élucider ce qu'il s'était réellement passé. Il y a environ 4 ans, je vivais dans la région de la baie et je subissais l'horrible circulation du matin. Ce jour-là, j'étais particulièrement pressé, au point de renoncer à mon café à la maison, avec l'intention de le boire une fois arrivé au travail. Je suis donc assis dans ce trafic dense quand, en voulant changer de station de radio, je me laisse complètement distraire et emboutis l'arrière d'un camion blanc devant moi. Mon cœur se met à battre la chamade, je coupe la musique, mets mon clignotant et j'essaie de voir la réaction du type dans le camion. Mais il ne réagit pas du tout. Pas un regard dans son rétroviseur, pas de geste, rien. Le trafic avance légèrement, et je suis complètement angoissé en essayant de voir les dégâts que j'ai probablement causés à son camion. Pourtant, il n'y a aucune trace de dommage sur son véhicule. C'est insensé, parce que je me souviens encore très distinctement du bruit de l'impact, ce crunch saisissant et de la sensation de choc. Je commence à me convaincre que ma voiture a sûrement pris tout le choc et que le conducteur du camion ne veut probablement pas s'arrêter, soit parce qu'il n'a pas d'assurance, soit parce qu'il ne veut pas perdre de temps dans cette circulation infernale. Je me rassure en me disant, bon, il va falloir faire réparer la voiture. Ça craint, mais au moins sa journée à lui n'est pas fichue. En m'approchant du bureau, j'entends une petite voix dans ma tête qui me répète, ça ne s'est pas produit. Ce n'était pas réel. Je repousse cette idée, convaincu que le bruit de l'impact et la sensation étaient bien trop authentiques pour être une illusion. Quand j'arrive au travail, je saute hors de la voiture pour évaluer les dégâts. Mais rien. Pas une éraflure. Rien du tout. Avec le bruit que ça avait fait, je m'attendais à ce que mon pare-choc avant soit complètement enfoncé. Et pourtant, tout est intact. Je n'oublierai jamais cette expérience ni la sensation étrange qui l'accompagnait. C'était tellement réel, mais inexplicable. Je n'ai pas de problèmes mentaux, je n'ai pas pris de drogue, et j'étais bien éveillé. Mais je ne trouve toujours pas d'explication logique à ce qui s'est passé. C'est l'un de ces moments surréalistes qui défient toute rationalité. Je suis le genre de personne qui préfère ignorer tout ce qui semble étrange pour continuer sa vie normalement, et je m'efforce d'être aussi rationnel que possible. Cependant, je n'arrête pas de repenser à cette situation. Peut-être que j'ai mal interprété toute l'affaire, je ne sais pas.
Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Hier, j'ai dû aller récupérer un document pour un examen à l'université où celui-ci se déroule. Je ne suis pas étudiant là-bas, je ne connais donc pas très bien l'endroit. La dernière fois que j'y suis allé, c'était l'an dernier, pour un examen similaire. Bref, voilà un peu de contexte avant de vous raconter l'histoire. Il est midi, et l'université est bondée. Je prends l'ascenseur pour monter au 3e étage, je récupère mon papier dans l'un des bureaux, puis je retourne aux ascenseurs. J'entre dans l'ascenseur en même temps que 2 filles. Je me tiens juste à côté des boutons, mais, bêtement, j'hésite à appuyer sur l'étage que je veux. Je ne savais pas si le bouton a mené au rez-de-chaussée ou au 1er étage. Les 2 filles discutent un peu avant d'appuyer sur un, qui est bien le 1er étage. Tout est normal jusqu'ici. Nous arrivons au 1er étage. Je sors un instant pour vérifier si c'est bien l'étage d'où je viens, ce n'est évidemment pas le cas. Je retourne dans l'ascenseur. Curieusement, les 2 filles ne descendent pas non plus et ne disent rien. Ok. Peut-être qu'elles ont changé d'avis sans en parler entre elles. Peu importe. 2 ou 3 personnes montent avec nous depuis le 1er étage, appelons-les le 2e groupe, car ça va devenir encore plus compliqué. Le 2e groupe appuie sur les boutons pour le 3e étage et le 5e étage. Toujours rien d'anormal. Et puis, tout devient bizarre, et, franchement, je ne comprends toujours pas pourquoi je n'ai pas réagi ou dit quoi que ce soit. Tout le monde reste silencieux. Personne ne communique, ce que je trouve étrange, surtout que chaque personne qui entre est accompagnée d'au moins une autre. Nous retournons alors au 3e étage. À ce moment-là, les 2 filles qui étaient avec moi depuis le début sortent, revenant exactement à l'étage où nous étions déjà auparavant. Peut-être qu'elles se sont rendues compte qu'elles devaient retourner au 3e étage, mais là encore, elles ne l'ont pas exprimé et n'ont même pas essayé d'appuyer sur le bouton pour y retourner. Le 2e groupe, celui qui avait appuyé pour le 3e étage, ne descend même pas à cet étage. À la place, un autre groupe de 3 personnes avec des gobelets de café entre. Et, je ne plaisante pas, l'une des personnes avec un café appuie calmement sur le bouton pour le 3e étage. Finalement, quelqu'un d'autre dans l'ascenseur appuie sur le bouton pour le rez-de-chaussée. Et honnêtement, j'étais inquiet que l'ascenseur reste coincé à ce maudit 3e étage. Heureusement, j'ai senti l'ascenseur redescendre, et j'ai été extrêmement soulagé quand nous sommes arrivés au rez-de-chaussée et que j'ai pu sortir. Juste pour le fun, je me retourne pour voir si quelqu'un d'autre descendait avec moi au rez-de-chaussée. Personne. Même la personne qui avait appuyé sur le bouton ne descend pas. Je quitte l'université et me concentre sur la recherche de la station de bus, oubliant un peu la situation. De retour chez moi, je commence à y réfléchir plus sérieusement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas comme si quelque chose de surnaturel ou de terrifiant s'était produit, à part une frustration étrange et sourde de ne pas pouvoir quitter ce fichu bâtiment. Mais, franchement, ça n'avait aucun sens. Il n'y avait pas une seule personne qui se comportait bizarrement, c'était comme si tout le monde dans cette situation agissait de manière illogique. C'était comme s'il faisait semblant d'avoir une destination, mais en fait, tout le monde revenait sans cesse au 3e étage. Personne ne s'est expliqué, personne n'a signalé avoir appuyé sur un mauvais bouton, et tout le monde était silencieux. Cette atmosphère étrange, cette sensation de calme mêlée d'un malaise indescriptible, me donnait l'impression de ne pas appartenir à cet espace. Honnêtement, j'ai 3 hypothèses. Soit c'était une blague ou un genre de jeu collectif auquel on me faisait participer sans que je le sache. Soit je suis fou et j'ai mal interprété toute la situation. Soit les étudiants de cette université sont vraiment indécis et ne comprennent pas comment fonctionne un ascenseur. Je travaille dans une petite animalerie. C'est un endroit tranquille, où il n'y a généralement qu'1 ou 2 clients à la fois. La boutique est équipée de 2 portes, une à l'avant et une à l'arrière, et chacune déclenche une sonnette lorsqu'elle s'ouvre pour nous avertir de l'entrée d'un client, afin que nous puissions l'accueillir. Aujourd'hui, j'étais en train de m'apprêter à encaisser le seul client dans le magasin lorsque j'ai entendu la sonnette de la porte arrière. Je me dirige vers la caisse pour terminer cette vente, et j'aperçois brièvement la 2e cliente qui marche entre les allées. C'est une jeune femme noire, guidée par un petit chien blanc et duveteux en laisse.
Je fais une note mentale de son apparence pour pouvoir aller la saluer correctement après avoir fini de m'occuper du premier client, lui parler de nos promotions et voir si elle a besoin d'aide. Je termine rapidement d'encaisser le premier client, ce qui prend à peine 1 minute, et il s'en va. La sonnette de la porte d'entrée retentit lorsqu'il sort. Je n'ai entendu aucun autre signal sonore, donc je sais que la femme noire est la seule cliente restante dans le magasin. Je commence alors à la chercher dans les allées. Je fouille les allées une par une, mais je ne la trouve nulle part. Et là, je tombe sur une autre femme avec un chien en laisse, mais elle est asiatique, et son chien est beaucoup plus grand et de couleur brune. Je fais le tour du magasin 3 fois, mais elle est la seule cliente présente. La femme noire a complètement disparu. Je ne comprends pas où elle a pu aller ni comment la femme asiatique est entrée. J'avais une vue dégagée sur les 2 portes pendant que le premier client quittait le magasin, et personne n'est entré ou sorti en douce. Cette situation me hante. Nous n'avons pas de caméra pour vérifier si je perds la tête, mais je sais ce que j'ai vu. Est-ce que la femme noire s'est volatilisée? S'est-elle transformée d'une manière ou d'une autre? C'est vraiment perturbant, et je ne peux pas m'empêcher d'y penser. L'année dernière, une amie proche et moi avons décidé de partir en randonnée sur un sentier de montagne un peu isolé. Nous y sommes allés en milieu de semaine, pour éviter les randonneurs du week-end. Le sentier débute derrière un terrain de baseball d'un parc de loisirs. Il longe une rivière sur une courte distance, avant de s'élever dans les montagnes. Le parcours suit les crêtes les plus hautes avant de redescendre par un autre chemin pour former une grande boucle qui nous ramène à notre point de départ. Bref, nous passons le terrain de baseball et nous engageons sur le sentier en direction de la rivière. Dès le début, une sensation étrange m'envahit, comme si quelqu'un nous observait. J'avais tendance à me retourner fréquemment, mais le silence autour de nous était presque oppressant. Au détour du sentier, nous sommes tombés sur une petite aire de jeu, un peu délaissée, comme si elle n'avait pas vu d'enfant depuis des lustres. Il y avait une vieille cabane abandonnée et une pile de 5 pneus, probablement destinés aux enfants. L'endroit semblait figé dans le temps, accentuant cette ambiance mystérieuse. Petite précision, ce jour-là, je portais un legging avec de grandes poches avant intégrées, profondes au point que mon téléphone pouvait s'y loger jusqu'à mi-cuisse. Mon sac à dos contenait une poche d'eau, entre autres affaires. Quant à mon amie, elle portait aussi un sac avec son téléphone rangé dans une poche en filet sur le côté, facile d'accès pour prendre une photo sans avoir à tout enlever. En approchant de cette aire de jeu, je lui ai dit que j'allais grimper dans la pile de pneus et en profiter pour faire pipi. Même si nous étions seuls, cette impression d'être observé persistait, mais sans que cela ne m'inquiète vraiment. C'était plus comme une petite alerte en fond, rien de vraiment oppressant. Je me dirige donc vers la pile de pneus, et je saute dedans, mais elle ne me cache pas complètement. Seule ma tête dépassait. Mon amie, amusée, commence à rire, puis elle attrape son téléphone dans la poche de son sac et prend une photo de moi, depuis une quinzaine de mètres de distance. Nous éclatons de rire ensemble. D'ailleurs, détail important, bien que nous ayons toutes les deux un iPhone, elle a un modèle récent avec déverrouillage par reconnaissance faciale, tandis que le mien est un ancien iPhone SE, avec le bouton central pour le déverrouiller. Nos téléphones ne s'ouvrent donc pas de la même manière et il est impossible pour moi d'accéder au sien. Après qu'elle ait pris la photo, je sors des pneus et m'approche d'elle en lui demandant de m'envoyer l'image. Nous commençons à nous rapprocher l'une de l'autre, et je plonge la main dans la poche de mon legging pour sortir mon téléphone afin de regarder la photo une fois reçue. Nous sommes maintenant à environ 5 mètres de distance, quand, au même moment, nous baissons les yeux sur nos téléphones respectifs et la stupeur. Mon téléphone est dans sa main, et son téléphone est dans la mienne. Le téléphone que je viens de sortir de ma poche. Nous restons pétrifiés, l'esprit complètement retourné, car il n'y a aucune explication logique. Elle aurait forcément remarqué si elle avait pris la photo avec mon ancien téléphone à boutons. Et de mon côté, j'ai clairement senti mon téléphone dans ma poche depuis le début. Complètement déconcertés, nous nous rapprochons encore pour échanger nos téléphones. Ce qui nous a achevés, c'est qu'en déverrouillant son appareil, celui qui se trouvait dans ma poche, apparemment la photo de moi dans les pneus y était. Elle n'a donc jamais eu besoin de me l'envoyer, l'image était déjà là,
prise avec son téléphone alors que c'était moi qui l'avais sur moi dans la pile de pneus. Sans comprendre, et bien trop chamboulés, nous avons quitté l'endroit précipitamment. La sensation de malaise s'est amplifiée, comme si quelque chose nous avait remis à l'envers à un moment donné, ou que nous avions subi une sorte de décalage inexplicable. Aujourd'hui encore, cette histoire reste un mystère pour nous. Impossible de la rationaliser ou de l'expliquer, mais elle continue de nous hanter. C'était en 2016 ou 2017. Mon ami et moi roulions tranquillement à travers un quartier calme de Traverse City, dans le Michigan. C'était un jour de pluie, en plein après-midi. Nous étions parfaitement sobres. Je le précise parce que j'ai besoin de me sentir crédible. Nous avons dépassé une rue, et j'ai mentionné que notre ami Ashley avait récemment emménagé dans une maison de cette rue, que l'on peut appeler la rue Fern, ou quelque chose de ce genre. L'instant d'après, nous étions arrêtés à un panneau stop, à l'intersection hantée d'une route. Une vieille décapotable vert olive s'engageait depuis la rue transversale et tournait à gauche dans notre direction. Le conducteur a dû tourner son volant brutalement pour éviter de nous percuter en plein milieu de son virage, comme s'il ne nous avait vus qu'au dernier moment. Je me suis tourné vers mon amie, et elle était déjà en train de me fixer, les yeux écarquillés. Quand j'ai regardé de nouveau dehors, je n'ai plus rien reconnu. Le ciel était devenu d'un bleu éclatant, il faisait beau, et tout ce qui nous entourait semblait complètement méconnaissable. Mon amie, l'air terrifié, m'a dit qu'elle avait peur, qu'elle ne savait pas où nous étions, et je n'arrêtais pas de lui poser la même question, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Puis, comme si tout se remettait en place, le paysage s'est transformé sous nos yeux pour redevenir familier. Nous étions soudainement à une intersection que nous connaissions, à proximité du Sail-In, un bar que nous fréquentions. La pluie avait repris, et tout semblait de nouveau normal. J'ai demandé à mon amie ce qu'elle se souvenait avant que nous nous retrouvions à ce panneau stop, et elle m'a dit qu'elle se souvenait de moi parlant de la rue Fern. C'était aussi la dernière chose dont je me souvenais. Nous avons décidé de retourner jusqu'à cette rue pour essayer de comprendre, et elle se trouvait à 3 pâtés de maisons plus loin. Mon ami déteste qu'on lui rappelle cette journée, parce que ça la terrifie encore, mais moi, je reste obsédé par ce qui s'est passé. J'en suis fasciné, mais j'aimerais surtout comprendre ce qui est arrivé à notre esprit, notre corps, notre existence, durant ces instants. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas savoir quelle heure il était ni combien de temps cette déformation a duré. C'était comme si le temps était à la fois ralenti et accéléré. Je ne sais pas, c'est une expérience vraiment bizarre, un truc tellement étrange que je risque de passer ma vie entière à essayer de comprendre. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai peur de mourir, la peur de manquer la réponse à cette énigme. Cela s'est passé quand j'étais en première année de lycée, je suis maintenant en terminale, et je m'en suis souvenu aujourd'hui, par hasard. C'est l'une des expériences les plus bizarres que j'ai jamais vécues, alors j'ai pensé que cela méritait d'être partagé ici. Désolé d'avance si tout semble un peu précipité ou brouillon. C'était au milieu du 2e cours de la journée, et notre prof a dû s'absenter pour le reste de la classe, apparemment pour assister à une réunion ou quelque chose comme ça. Une remplaçante est venue prendre le relais. Dès que notre prof est parti, mes camarades ont commencé à discuter et à se montrer des vidéos. J'avais mes écouteurs, et je faisais de mon mieux pour ignorer le groupe bruyant qui était assis à la table à côté de la mienne. C'étaient les gamins les plus agités de la classe, riant bruyamment et se lançant des fournitures scolaires. Et c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Alors que je défilais sur mon téléphone, j'ai entendu l'un des garçons de la table voisine bégayer de façon très bizarre. C'était comme si sa voix s'était mise à buguer, presque robotique. Le son ressemblait à un assistant vocal, comme Alexa, qui se met à glisser ou à répéter un mot de manière saccadée. Pendant une fraction de seconde, le mot qu'il essayait de prononcer s'est répété très rapidement. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais cela m'a immédiatement alerté. D'un coup, la salle de classe est tombée dans un silence de mort. J'ai levé les yeux de mon téléphone, et j'ai vu que tout le monde avait un air étrangement calme. C'est difficile à décrire, mais c'était comme s'ils avaient été silencieux depuis toujours. Je me suis tourné vers le groupe de gamins bruyants, et ils avaient tous l'air complètement apathiques,
comme s'il s'ennuyait. Mais le plus étrange, c'est que le garçon dont la voix avait mal fonctionné avait la main devant sa bouche, comme s'il était gêné. Ses amis, qui criaient et riaient encore quelques secondes auparavant, avaient maintenant une expression totalement neutre, sans le moindre sourire. La salle de classe est restée silencieuse pendant environ 5 secondes. Ensuite, tout le monde a progressivement recommencé à parler et à agir normalement, comme si rien ne s'était passé. L'agitation est revenue, les conversations ont repris, et la pièce est redevenue ce qu'elle était avant cet étrange moment. J'étais juste là, assis, complètement perplexe, à regarder autour de moi. Le reste de la journée s'est déroulé normalement, mais cet événement reste inexpliqué. C'est comme si la simulation avait réalisé qu'un de ses robots avait bugué et avait brièvement mis le temps en pause pour le réparer, mais qu'elle avait oublié de me suspendre aussi. Je sais que ça peut sembler complètement fou, mais c'est exactement l'impression que j'ai eue. Je ne sais toujours pas quoi en penser. C'est de loin l'expérience la plus flippante que j'ai jamais vécue. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un rêve tellement réaliste que, pendant quelques instants, vous n'étiez pas sûr d'être réveillé une fois que c'était fini. Pour moi, ce n'était pas juste un rêve, c'était quelque chose de bien plus troublant. Tout a commencé un matin, parfaitement normal. Le réveil a sonné, et je me suis levé avec un grognement habituel. Le soleil filtrait à travers mes rideaux, et j'ai pris mon temps pour m'étirer avant de sortir du lit. Je me suis habillé, j'ai dévalé les escaliers, et je me suis retrouvé dans la cuisine. Ma mère m'a salué avec un « Salut, t'as bien dormi ?» et j'ai répondu par un simple hochement de tête. Je me suis préparé un café, tout en écoutant distraitement les infos qui passaient à la radio. Ensuite, la journée s'est déroulée comme d'habitude. Je suis allé au travail, j'ai salué mes collègues, et j'ai assisté à quelques réunions. Rien de particulier, juste la routine. Le soir, j'ai retrouvé mon ami Julien pour boire un verre. On a passé la soirée à discuter de tout et de rien, de projets de voyage, de séries qu'on voulait regarder. C'était une bonne soirée, sans événements marquants. Mais en rentrant chez moi, j'ai ressenti un drôle de malaise. C'est difficile à expliquer, mais j'avais cette impression étrange qu'il manquait quelque chose, comme si un détail m'échappait. Je suis rentré, je me suis allongé dans mon lit, et j'ai plongé dans le sommeil. Sauf que, quand j'ai ouvert les yeux, c'était à nouveau le matin. Le même matin, exactement. Le réveil sonnait, la lumière traversait mes rideaux de la même manière. J'ai pensé que je rêvais encore, mais tout semblait si réel. Les mêmes sons, les mêmes odeurs. Je me suis levé, et c'est là que ça a commencé à devenir vraiment bizarre. Je suis descendu dans la cuisine, et ma mère m'a salué exactement comme la veille. « Salut, t'as bien dormi ?» Je l'ai regardé, un peu hébété, et j'ai marmonné la même réponse, mais mon cœur battait fort. J'ai essayé de faire abstraction de ce sentiment étrange, mais plus la journée avançait, plus les événements se déroulaient exactement comme je m'en souvenais. Les mêmes discussions au travail, les mêmes blagues répétées par mes collègues. Le soir, j'ai retrouvé Julien comme prévu. Mais cette fois, je ne pouvais pas faire semblant. Quand il a commencé à parler des mêmes projets de voyage, dans le même ordre, je l'ai coupé. « Est-ce que tu as l'impression qu'on a déjà eu cette conversation ?» Il m'a regardé, surpris. « Non, pourquoi ?» J'ai hésité, ne voulant pas passer pour un fou. Mais tout se répétait si fidèlement que je ne savais plus quoi croire. La boucle s'est rompue cette nuit-là. Le lendemain, tout était redevenu normal, mais ce sentiment de confusion ne m'a jamais quitté. J'ai souvent des moments de déjà-vu, et chaque fois, je m'arrête, terrifié à l'idée que la journée pourrait recommencer. Je tiens à préciser d'emblée que je me considère comme quelqu'un de très observateur. Je suis horrible avec les noms, mais je me souviens toujours des visages. C'est ce qui me donne la confiance nécessaire pour partager cette histoire. Ma femme et moi sommes allés en Louisiane pour assister au mariage de sa meilleure amie. C'était un long voyage depuis le Midwest, mais cela en valait la peine. La famille de son ami nous a fait sentir tellement les bienvenus, comme si nous faisions partie de leur propre famille. Nous avons fait toutes les activités habituelles liées au mariage, les répétitions,
etc., mais nous avons aussi passé du temps à traîner ensemble. Après la répétition, la famille de la mariée et celle du marié, ainsi que tout le cortège nuptial, sont allés manger dans un restaurant mexicain. C'était une énorme fête, et mon énergie sociale s'est vite épuisée. J'ai dit à ma femme que j'avais besoin d'aller aux toilettes, ce qui était vrai, mais c'était aussi un moyen de me recharger un peu. C'est là que ça devient perturbant. Je fais ce que j'ai à faire et je me lave les mains. À ce moment-là, un homme entre. Je n'oublierai jamais son apparence. Un type blanc, costaud, avec une barbe bien taillée, portant une tenue de cow-boy si criarde qu'elle en était presque ridicule. Il entre en souriant, et il se lave les mains aussi. On échange quelques salutations normales, puis il complimente mon t-shirt. C'était un t-shirt Spider-Man. Je le remercie, et il me dit qu'il adore les super-héros aussi, et qu'il possède la collection complète des films Superman chez lui. Sur le moment, je trouve que c'est une petite fierté de fan, mais ensuite, je réalise qu'il aurait pu choisir n'importe quel film de super-héros, et il a mentionné mon Superman préféré. Je mets ça sur le compte de la coïncidence et je lui dis au revoir. On sort ensemble des toilettes, lui derrière moi. Mais alors que je retourne à ma table, j'entends soudain cet homme prononcer mon nom, de façon claire et distincte. Je me retourne, il est juste derrière moi, sauf qu'il a disparu. Je cherche autour de moi, et il n'est nulle part. Ça m'a complètement perturbé, d'autant plus que je ne lui avais jamais dit mon nom, et c'était impossible qu'il ait quitté le restaurant si rapidement. J'ai raconté ça à ma femme, qui a mis ça sur le compte d'une coïncidence étrange. Le reste de la planification du mariage s'est bien passé, mais le jour de la réception, je m'amusais comme un fou, sans boire d'alcool. D'ailleurs, j'étais encore mineur à l'époque, quand j'ai remarqué un homme, chauve partout sauf aux sourcils, qui me fixait. Je l'ai fixé à mon tour, et en me souvenant de l'expérience précédente, j'ai commencé à me diriger vers lui. Mais dès que j'arrive à l'endroit où il était, il a disparu. J'ai cherché partout dans la fête, scrutant chaque visage, mais personne ne correspondait à sa description. Ça m'a glacé le sang, mais j'ai essayé de profiter de la soirée. 3 mois plus tard, ma femme et moi avons déménagé dans le sud, en Caroline. Nous cherchions un endroit où vivre, car nous logions temporairement chez mes parents. Nous sommes allés visiter une ville à 3 heures de là, où vivent certains de nos amis. En sortant dîner avec eux, je suis encore allé aux toilettes. En sortant de la cabine, je tourne le coin pour aller au lavabo et je manque de rentrer dans quelqu'un. C'était lui, le même homme de Louisiane. Cette fois, il ne portait pas de tenue de cow-boy, et il ne disait rien. Il m'a juste souri, mais ce n'était pas un sourire sincère. Ses lèvres souriaient, mais son visage restait impassible. J'étais choqué, et j'ai remarqué qu'il y avait un autre gars dans la salle de bain. Mais ce type-là n'attendait même pas ma cabine, qui était ouverte. Il est juste entré dans la cabine, toujours en me souriant de cette manière étrange. Je suis retourné à ma table et j'ai raconté ça à ma femme. Elle a eu des frissons. Notre table était juste en face des toilettes, alors j'ai scruté la porte, attendant qu'il sorte pour pouvoir lui montrer. Mais il n'est jamais sorti. J'ai fini par retourner dans les toilettes, et la cabine était vide. Je suis toujours terrifié par cette expérience. Comment quelqu'un pourrait-il nous suivre de cette manière, littéralement à travers plusieurs états? Je ne sais pas qui est cet homme ou quelles sont ses intentions, mais c'est une des choses les plus dérangeantes qui me soit arrivée. Je vous tiendrai au courant si quelque chose de nouveau se produit, mais pour l'instant, je suis toujours en proie à l'inquiétude de savoir si c'est une menace ou quelque chose d'encore plus mystérieux. Mes enfants et moi avons la capacité de nous connecter avec des personnes qui sont passées de l'autre côté. Je ne pratique pas cela très souvent, mais il y a eu une période, quand ils étaient plus jeunes, où je méditais et faisais des exercices pour renforcer cette connexion. À ce moment-là, mes enfants avaient entre 2 et 18 ans, j'en ai 5. Nous avions beaucoup d'activités spirituelles dans la maison, des phénomènes que nous avons vécus ensemble, mais aussi chacun de notre côté. Mes enfants étaient beaucoup plus aptes à voir les esprits visuellement, alors que moi, cela m'effrayait un peu plus, donc je les percevais moins fréquemment. Le problème est devenu si envahissant que mes enfants avaient peur d'entrer dans une pièce sans moi,
sauf l'aîné de 18 ans qui avait déjà quitté la maison. Mais je ne pouvais pas accompagner chaque enfant dans chaque pièce dès qu'il faisait sombre, c'était tout simplement impossible, et je n'aurais jamais pu m'occuper de tout ce que j'avais à faire. J'ai alors contacté un ami, un médium pratiquant, qui m'a conseillé de revendiquer ma maison. Il m'a expliqué que je pouvais demander aux esprits de partir, de quitter notre espace, de les avertir qu'ils effrayaient les enfants. J'ai donc parcouru la maison en disant à voix haute qu'ils devaient partir, que leur présence faisait peur aux enfants, et que je ne voulais plus d'activité de ce genre ici. Après cela, j'ai immédiatement ressenti un changement. L'ambiance de la maison s'est calmée, et j'ai remarqué que mes enfants avaient cessé de me demander de les accompagner dans les pièces sombres. C'était comme si le calme était revenu. Environ 3 ou 4 mois plus tard, ma fille, qui avait alors 8 ou 9 ans, m'a posé une question totalement inattendue. « Maman, pourquoi on ne voit plus les esprits ?» Cette question, posée de nulle part, a été pour moi une validation claire. Nous n'étions même pas en train de parler de phénomènes paranormaux ou de présence spirituelle. Je lui ai donné la raison, en expliquant ce que j'avais fait. Elle était un peu déçue, parce qu'elle aimait bien ses expériences, même si cela lui faisait aussi un peu peur. Mais contrairement aux plus jeunes, qui avaient 5 et 4 ans à l'époque, elle n'avait pas besoin que je l'accompagne aussi souvent. Je raconte tout ça pour te conseiller d'essayer de revendiquer ton espace si tu es confronté à des phénomènes similaires. Peut-être que cela pourrait calmer l'activité dans ta maison. Quand tu le fais, assure-toi de venir d'un endroit de calme et de respect, pas dans une attitude menaçante, mais avec un sentiment de fierté et d'appartenance à ton foyer. Cela a fait une grande différence pour nous, et cela pourrait aussi t'aider. Quand j'étais enfant, j'ai participé à une sortie scolaire à Legoland. C'était à l'époque où les enfants n'avaient pas encore de téléphone. J'avais un portefeuille vert menthe rempli de photos de mes amis et de ce qui équivaudrait aujourd'hui à environ 100 $. Legoland était à environ 2 heures de route, alors nous étions partis tôt le matin pour être là dès l'ouverture. La journée a été incroyable. Nous avons fait tous les manèges, mangé des tonnes de barbe à papa, de glace, et j'étais comblé de bonheur quand je suis rentré chez moi ce soir-là. Dès que j'ai franchi la porte, ma mère est venue en courant, prête à me serrer dans ses bras et à me consoler. Elle était persuadée que j'étais en détresse, car lorsqu'elle était rentrée du travail, elle avait vu mon portefeuille posé sur le comptoir de la cuisine. Elle s'était sentie tellement désolée pour moi, sachant combien j'adore les parcs d'attractions, et elle était convaincue que, sans mon portefeuille, je n'avais pas pu payer l'entrée, les manèges, la nourriture et les snacks. Elle pensait que j'avais dû passer la journée dans le bus, incapable de profiter de Legoland. Sauf que ce n'était pas le cas, j'avais mon portefeuille avec moi toute la journée. Ma mère était soulagée que j'ai passé une excellente journée, mais elle restait très confuse. Le portefeuille était bel et bien sur le comptoir de la cuisine. J'ai ouvert mon sac pour lui montrer que je l'avais eu avec moi, mais il n'y était plus. Pourtant, les souvenirs que j'avais achetés à Legoland étaient bien là, dans mon sac. Cela a toujours été un mystère dans ma famille. Ce n'est que récemment que j'ai commencé à penser que cela pourrait être une sorte de glitch dans la matrice. Un bug plutôt chanceux, d'ailleurs. Parce que même si j'avais dépensé les 100 $, ils étaient toujours dans mon portefeuille resté à la maison. La semaine dernière, alors que j'étais occupé à lire un livre dans le salon, mon mari m'a soudain appelé d'une voix un peu paniquée depuis la cuisine. Intrigué, je l'ai rejoint, m'attendant à quelque chose de banal, peut-être une fuite d'eau ou un plat renversé. Mais non, il se tenait là, les sourcils froncés, avec une expression de confusion totale, pointant un tiroir sous le comptoir de la cuisine. Ce tiroir a toujours été là, m'a-t-il demandé, sa voix remplie d'incrédulité. Je me suis approché, et là, j'ai vu ce tiroir, tout à fait ordinaire en apparence. Pourtant, j'ai eu un frisson. C'était un tiroir que je ne reconnaissais pas, un élément de notre cuisine que je jurerais n'avoir jamais vu auparavant. Nous avons ouvert le tiroir. Il était presque vide, sauf pour une petite dosette de café, probablement pour une machine Keurig. Or, nous n'avions pas possédé de machine Keurig depuis des années. Cela rendait les choses encore plus étranges. Mon mari et moi nous sommes regardés,
cherchant une explication rationnelle. Comment avions-nous pu ne pas remarquer ce tiroir pendant plus de 5 ans? Notre cuisine est minuscule, avec à peine assez d'espace pour se déplacer. Impossible de manquer un tiroir qui se trouvait littéralement juste à droite de l'évier. Nous avons commencé à examiner le reste de la cuisine, touchant les autres tiroirs, vérifiant les étagères, cherchant des indices d'une quelconque rénovation oubliée. Mais rien ne semblait déplacé ou modifié. Pourtant, ce tiroir était là, bien réel, comme s'il avait toujours fait partie du décor. Nous avons même essayé de remonter dans nos souvenirs. Les jours où nous avions rangé des courses, les moments où nous avions nettoyé chaque recoin de cette cuisine, rien ne nous revenait qui inclurait l'existence de ce tiroir. Pour ajouter à notre confusion, il n'y avait aucune photo de la cuisine sous cet angle précis, donc aucune preuve concrète pour vérifier si le tiroir avait toujours été là ou non. Mon mari a fait une recherche dans son téléphone pour voir s'il avait capturé un coin de la cuisine par hasard, mais rien. Et maintenant, nous avons ce nouveau tiroir, fonctionnel, pratique, qui n'a jamais existé dans notre souvenir. C'est comme si notre réalité avait subi une légère modification, et bien que ce soit un simple détail, l'incompréhension qu'il laisse derrière est tenace. Ce que tu décris est vraiment étrange, presque comme si le temps ou la réalité elle-même s'était déformée autour de toi cette nuit-là. Il y a plusieurs détails qui rendent cette expérience particulièrement troublante. Pour commencer, tu es sûr de ton emploi du temps, tu es rentré chez toi vers 9h28, tu as pris soin de tes chiens, tu as pris des photos à des moments précis, et ton copain confirme que vous étiez en FaceTime ensemble. Pourtant, selon ton frère et ton père, tu étais introuvable dans la maison entre 10h et 10h40, même après qu'ils aient vérifié plusieurs pièces. Cela semble presque impossible, étant donné que tu étais allongé sur le canapé avec ton chien à ce moment-là. Encore plus bizarre, ni toi ni ton copain n'avaient entendu ou vu ton père et ton frère rentrer chez vous, même si cela aurait normalement été perceptible, surtout parce que ton téléphone capte habituellement ce genre de bruit. C'est comme si vous étiez tous les deux isolés d'une certaine manière, comme si vous étiez dans une réalité légèrement décalée, où votre présence n'était pas détectable par eux, et inversement. Le mystère s'épaissit encore avec le moment où ton père t'a réveillé. Tu te souviens qu'il t'a demandé d'aller te coucher vers 12h20, mais selon lui, il n'est pas rentré avant 1h du matin, et ton frère est rentré à 12h50. Si ni ton père ni ton frère ne t'ont réveillé, alors qu'il a fait? L'absence d'alcool dans cette équation rend l'expérience encore plus intrigante, car cela élimine les explications faciles comme une perception altérée due à l'ivresse. Et le fait que ton père soit du genre à voler ton téléphone pour parler avec ton copain rend encore plus improbable qu'il t'ait ignoré ou qu'il ait simplement évité d'interagir avec toi. Il y a peut-être plusieurs hypothèses pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Une possibilité, aussi bizarre qu'elle puisse paraître, est que tu as peut-être vécu une sorte de glitch dans la réalité, où le temps ou la perception des événements ont été altérés pour toi et ton copain, mais aussi pour ta famille. Une autre possibilité est une sorte d'isolement sensoriel inexplicable, où ni toi ni ton copain n'avaient pu percevoir la présence de ton père et de ton frère, et inversement. Cela reste cependant une expérience profondément mystérieuse, surtout avec autant de témoins qui confirment des réalités différentes. Peut-être que ton esprit, ta mémoire et même la technologie ont été involontairement influencés d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas une simple confusion ou un oubli, c'est un véritable mystère qui te laissera sûrement perplexe pendant un certain temps. Il était un peu plus de minuit, et je somnolais sur le canapé, un livre à moitié ouvert sur ma poitrine. C'est alors que mon téléphone a vibré. Le bruit m'a fait sursauter, et j'ai attrapé mon portable, les yeux encore embrouillés de sommeil. L'écran affichait le nom de mon ami Paul. Curieux, car il ne m'appelait presque jamais si tard, j'ai décroché. « Allô » ai-je dit, ma voix encore un peu rauque. Paul semblait bouleversé, presque paniqué. Il me racontait qu'il venait d'être témoin d'un accident de voiture en bas de chez lui, qu'il avait essayé d'aider, et que la scène était si choquante qu'il ne savait plus quoi faire. J'ai essayé de le calmer, lui disant de respirer, de se détendre, et que tout irait bien. L'appel a duré une dizaine de minutes, jusqu'à ce qu'il se calme.
Finalement, on a raccroché, et je me suis couché, inquiet pour lui. Quelques heures plus tard, vers 8 heures du matin, je me suis réveillé avec une sensation étrange. Mon téléphone a encore vibré, et, cette fois, c'était de nouveau Paul. Il m'a appelé, et j'ai décroché, pensant que c'était une suite de la conversation de la veille. Mais il semblait encore paniqué, et il a commencé à me raconter exactement la même histoire. L'accident, la panique, les mêmes détails, les mêmes mots. J'étais figé. Paul, attends, l'ai-je interrompu. Tu m'as déjà raconté ça, cette nuit, tu te souviens. Il s'est arrêté net. Quoi? Mais je ne t'ai pas appelé cette nuit, je dormais, a-t-il répondu, complètement confus. J'ai vérifié mon journal d'appel, et, en effet, il n'y avait aucune trace de notre conversation de minuit. Je suis resté sans voix, le téléphone toujours à l'oreille, cherchant une explication rationnelle. Comment était-ce possible? Depuis ce jour, chaque fois que je reçois un appel tard dans la nuit, je ne peux m'empêcher de penser à cette nuit-là, où la même conversation s'est répétée, comme un écho dans le temps. Un bug, un rêve éveillé, ou un trou dans la réalité? Je ne le saurai jamais, mais c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est fou, mais il y a environ une semaine, j'ai commandé des sushis via Uber Eats. Quand j'ai ouvert le sac pour vérifier la commande, j'ai remarqué qu'ils avaient oublié de me mettre des baguettes. Heureusement, je mange souvent des sushis et de la cuisine chinoise, alors j'ai l'habitude de garder une paire de baguettes dans un tiroir de ma cuisine. J'ai fouillé dans ce tiroir et, en effet, j'ai trouvé ma seule et unique paire de baguettes que j'ai utilisée pour manger. Ce jour-là, en rangeant le tiroir après avoir mangé, j'ai pris soin de bien observer son contenu pour savoir que c'était la seule paire que j'avais, juste au cas où le même oubli se reproduirait. Tout était normal, rien de plus dans ce tiroir. Puis, il y a quelques jours, j'ai eu une autre surprise. En cherchant quelque chose dans le même tiroir, j'ai découvert une autre paire de baguettes, posée juste au-dessus de la première. Sur le moment, je n'ai pas trop réfléchi. J'ai simplement pensé que c'était bizarre, mais je me suis contenté de hausser les épaules et de poursuivre ma journée. Aujourd'hui, les choses ont pris une tournure encore plus étrange. J'ai de nouveau commandé des sushis, et en allant chercher mes baguettes dans le même tiroir, il y avait 2 paires de baguettes. J'ai littéralement eu un frisson en réalisant que ces paires supplémentaires apparaissaient comme par magie. Je vis seul, et personne d'autre n'a accès à ma cuisine. Je commence sérieusement à me demander d'où viennent ces baguettes. Ce n'est pas comme si quelqu'un pouvait les placer là sans que je le sache. Pourtant, elles sont là, comme si le tiroir produisait mystérieusement des baguettes supplémentaires. Cela me perturbe énormément, et je ne peux pas m'empêcher de réfléchir à toutes les explications possibles, même les plus folles. L'un des murs de ma maison a une grande fenêtre au rez-de-chaussée et un grand miroir à l'étage. Quand on se place devant l'un ou l'autre, que ce soit le miroir ou la fenêtre, et cela fonctionne de la même manière, que l'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, les reflets ne bougent pas correctement. J'ai remarqué ce phénomène le jour de notre emménagement, alors que je faisais la vaisselle. J'ai légèrement incliné la tête sur le côté, et en le faisant, le reflet du mur derrière moi s'est déplacé en diagonale, un peu vers le haut et vers le bas, au lieu de se mouvoir simplement de manière latérale. C'était comme si mes yeux ressentaient immédiatement une sorte de distorsion en essayant de suivre le reflet, et même si l'image était nette, elle semblait se déplacer de façon infime, comme si le suivi n'était pas aligné. Je suis menuisier, et j'ai vérifié si le mur était parfaitement d'aplomb. Il l'est. J'ai de nombreuses autres fenêtres et plusieurs miroirs, et aucun d'entre eux ne reproduit cet effet. C'est vraiment ce mur-là, ou du moins ce plan précis, qui est concerné, et cela affecte aussi bien l'étage supérieur que le rez-de-chaussée. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu une chose semblable ou aurait une idée de ce que cela peut être? Petite précision, nous avons essayé de capturer ce phénomène en vidéo, mais cela ne rend absolument rien. Les pièces ne font qu'environ 2 mètres de large, donc il est difficile de tout mettre en cadre pour voir l'effet correctement. Je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Ma compagne et mes parents l'ont également observé.
Dernière tentative aujourd'hui, nous avons suspendu plusieurs miroirs au même endroit, nettoyé la fenêtre de l'intérieur et de l'extérieur, et essayé différentes lumières pour voir si cela changeait quelque chose. Mais rien n'y fait. C'est bel et bien ce mur qui semble provoquer ce phénomène étrange. Je comprends que cela devrait avoir une explication parfaitement rationnelle, mais, honnêtement, je ne parviens pas à l'expliquer. Si ce n'était qu'une question de miroir ou de fenêtre, ou même si le mur était légèrement de travers, je pourrais simplement penser que mon cerveau me joue des tours, ou que c'est une illusion d'optique. Mais ce n'est rien de tout cela. Je me considère comme un homme de science, et pourtant, je n'arrive pas à expliquer ce phénomène. Est-ce une sorte de bug de la réalité ? Je me suis rendu au magasin pour acheter une pochette que mon mari pourrait utiliser pour son nouveau taille-barbe et ses accessoires. En fouillant dans les étagères à côté des articles de voyage, j'ai repéré un sac noir qui semblait bon marché et convenable. Je l'ai pris en main, j'ai ouvert la fermeture éclair et j'ai regardé à l'intérieur. Il y avait du papier blanc froissé, comme du papier de remplissage. Je l'ai refermé, me demandant s'il y avait de meilleures options ailleurs, et j'ai continué à chercher. Après avoir vérifié d'autres sections sans rien trouver de mieux, je suis retourné à ce même sac noir. Ce qui est important, c'est que je n'ai jamais lâché ce sac de mes mains, et je n'ai rien pris d'autre pendant ma recherche. Lorsque j'ai voulu le rouvrir pour y jeter un coup d'œil une dernière fois, quelque chose d'étrange s'est produit, je n'arrivais pas à l'ouvrir. La fermeture éclair était maintenant bloquée par une languette en plastique, le genre de scellé qui empêche d'ouvrir un sac neuf avant de l'acheter. Pourtant, je savais que j'avais déjà ouvert ce sac quelques minutes auparavant, sans aucun obstacle. J'ai regardé le sac avec stupéfaction, essayant de comprendre comment c'était possible. Comment avais-je pu l'ouvrir si facilement avant que cette languette de sécurité ne soit là? Après quelques secondes de confusion totale, j'ai fini par hausser les épaules, un peu agacé, et je me suis dit, tant pis, je vais l'acheter quand même. Je l'ai payé, suis allé jusqu'à mon camion, et une fois installé, j'ai retiré la languette de plastique. J'ai ouvert la fermeture éclair, et comme prévu, il y avait bien ce même papier blanc froissé à l'intérieur. Assise dans mon camion, je me suis retrouvé à me demander ce qui venait de se passer. Comment avais-je pu ouvrir un sac qui, manifestement, était scellé depuis le début? C'était un de ces moments qui défient la logique, où la réalité semble se plier d'une manière inexplicable. Je suis une femme de plus de 50 ans, et cela fait 11 ans que nous vivons dans notre maison actuelle. Hier, comme tous les jours, je suis descendu au sous-sol pour m'occuper des jeunes plants de notre jardin qui poussent dans un meuble éclairé, installé là en bas. En descendant les escaliers, j'ai heurté ma tête contre le plafond, juste à l'endroit où il y a une descente à la fin de l'escalier. D'habitude, mon mari de 1,93 m et mon fils de 1,95 m doivent toujours se baisser pour ne pas se cogner à cet endroit. Mais moi? Jamais. Je mesure 1,80 m, et en 11 ans, je n'ai jamais eu à me baisser pour entrer dans le sous-sol. Pas une seule fois. Et pourtant, hier, j'ai heurté ma tête. Cela n'a aucun sens. Je n'ai pas grandi, je suis à l'âge où l'on a tendance à rétrécir, pas à grandir, et j'étais pieds nus. Impossible d'être plus petite que ça. Et nous n'avons apporté aucun changement à la maison, pas de rénovation, pas de modification de la structure. Pourtant, tout à coup, je suis légèrement trop grande pour entrer dans le sous-sol sans me pencher. Je suis resté perplexe pendant un moment, essayant de comprendre comment un tel changement pouvait se produire sans explication. Le plafond s'est-il mystérieusement abaissé? Est-ce une illusion, ou est-ce que quelque chose de plus étrange est en jeu? C'est une expérience qui, bien que mineure, remet en question la constance de la réalité. Je continue de réfléchir à ce qui pourrait l'expliquer, mais jusqu'à présent, je n'ai aucune réponse logique. Il y a 10 ans, quelque chose de très étrange m'est arrivé, un événement que je n'ai jamais réussi à expliquer. À l'époque, j'étais étudiant à Palerme, en Sicile. Comme beaucoup d'autres étudiants, mes amis et moi avions l'habitude de sortir de l'école pour la pause déjeuner,
profitant de ces moments pour nous détendre et discuter en marchant. Ce jour-là, tout semblait parfaitement normal. Je me promenais dans la rue, discutant avec un de mes amis qui marchait juste à côté de moi. Devant nous, 2 autres amis avançaient, plongés dans leur propre conversation. Nous marchions tous ensemble, absorbés dans nos échanges, quand soudain, quelque chose d'inexplicable s'est produit. J'ai eu la sensation de heurter quelque chose de solide, un obstacle invisible qui a littéralement arrêté ma progression. C'était comme si j'avais cogné ma tête contre un mur invisible, et cela m'a stoppé net. La sensation était si réelle que j'ai été un instant complètement désorienté. Mais ce qui m'a le plus troublé, c'est que mes amis n'ont rien remarqué. Ils ont continué à marcher, à discuter, comme si de rien n'était. J'ai essayé de leur expliquer ce qui venait de se passer, mais ils ont pensé que je plaisantais. Pour eux, c'était une blague, quelque chose d'amusant que j'inventais pour les divertir. Pourtant, je savais ce que j'avais ressenti. Intrigué, j'ai commencé à agiter les bras dans l'air, cherchant ce mur invisible, mais cette fois, il n'y avait rien. Juste de l'air, vide et libre. Après toutes ces années, je n'ai toujours pas trouvé d'explication logique à ce qui s'est passé ce jour-là. Il y a quelques années, un soir comme les autres, j'étais seul dans le salon, assis confortablement dans le canapé, en train de regarder la télé. C'était une de ces soirées calmes où tout semble en paix, et je me détendais après une longue journée. J'étais plongé dans une émission sans grande importance, quand, tout à coup, l'écran s'est figé. La télé s'est éteinte brièvement, puis elle s'est remise à clignoter de manière étrange. L'écran passait d'une image noire à une image blanche à une vitesse fulgurante, presque comme un stroboscope qui aurait été réglé pour perturber. Les éclairs de lumière clignotaient sans cesse, illuminant la pièce de manière inquiétante. J'ai ressenti un frisson me parcourir l'échine. Je me suis levé, un peu nerveux, et je me suis approché de la télévision. Ça n'avait aucun sens. La télé n'avait jamais fait ça avant, et l'effet était tellement anormal que j'ai voulu l'éteindre. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation de la télécommande. Rien ne s'est passé. J'ai essayé directement le bouton de la télé. Toujours rien. J'ai commencé à paniquer. Comment une télévision pouvait-elle refuser de s'éteindre? Alors, j'ai décidé de la débrancher complètement. J'ai tiré la prise de la prise murale, et c'est là que mon angoisse a vraiment pris forme. La télévision continuait à clignoter, sans aucune source d'électricité. Mon esprit était embrouillé par la peur, c'était comme si la réalité s'effritait autour de moi. Soudain, j'ai senti une force, une sorte d'énergie indescriptible, qui m'attirait vers l'écran. Une pression invisible me poussait, et avant que je ne comprenne ce qui se passait, mon visage s'est retrouvé collé contre l'écran de la télévision. Je pouvais sentir la froideur du verre contre ma peau, et mes cris se sont échappés de ma bouche, de plus en plus paniqué. J'ai essayé de me dégager, mais c'était comme si quelque chose me retenait, m'aspirait, me piégeait contre la surface. Je hurlais, mes larmes coulaient de terreur. Mon cœur battait à toute vitesse, et mes forces semblaient s'évanouir face à cette force qui me clouait à l'écran. C'est alors que j'ai entendu des pas précipités et la voix de mes parents qui résonnait. Ils ont déboulé dans le salon, et soudain, tout s'est arrêté. L'écran était noir, éteint, comme si rien ne s'était passé. Ma tête était toujours collée à la télévision, mais la force mystérieuse avait disparu. Mes parents m'ont détaché de l'écran, les visages remplis d'inquiétude. Je leur ai expliqué ce qui s'était passé, mais à leurs yeux, ça semblait trop irrationnel, trop incompréhensible. Ils ont pensé que j'avais peut-être un problème psychologique. Inquiets, ils ont pris rendez-vous chez un psychiatre. J'ai passé des séances où l'on essayait de comprendre ce que j'avais vécu, mais rien n'a jamais été conclu. Aucun diagnostic, aucune explication rationnelle. Depuis ce jour, je ne peux m'empêcher de croire en quelque chose de surnaturel. Une force que je ne peux expliquer. Une expérience qui m'a laissé hanté, incapable de savoir ce qui s'était réellement passé ce soir-là. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.